Nico, un point c'est tout. Mélenchon, ce gourou? Bonjour et merci de me retrouver pour ce rendez-vous de Nico, un point c'est tout. J'ai choisi d'intituler l'épisode d'aujourd'hui Mélenchon, ce gourou? Si vous êtes familier avec mon travail depuis que j'ai commencé ce podcast, vous aurez constaté mon penchant assez naturel à l'ironie. Et ce titre, évidemment, s'explique en partie par cela. Chacun son style, dirons-nous, le mien est fait de pas mal d'ironie, comme une forme d'inclinaison naturelle que j'exploite. Je ne le cache pas, j'espère également pouvoir amener à réfléchir sur le personnage et la caricature qui en est faite. Si par chance cette chronique peut avoir une oreille attentive pour un de ses détracteurs et semer quelque peu le doute, ou ne serait-ce que donner l'envie de se renseigner sur l'intéressé, alors ce sera une belle victoire, me semble-t-il. Aussi, ce que je vous propose aujourd'hui doit, je pense, sonner un peu comme un manuel d'autodéfense, si on va aller par là. Quelque chose dans la lignée de ce que je tente de faire semaine après semaine, comme vous l'aurez peut-être remarqué. Selon moi, étant donné les nombreuses attaques que nous subissons, il ne me paraît pas fortuit de partager des idées de parade aux argumentaires des droitiers et extrêmes droitiers. Le but étant de savoir quoi répondre lorsque nous essuyons les caricatures grossières de nos opposants politiques. Adversaires dont la finesse, malheureusement, se cantonne à répandre bêtement les gimmicks, éléments de langage et autres fake news des médias mainstream, le plus clair du temps, en se croyant intelligents qui plus est. Voilà ce à quoi j'aspire, ainsi que de donner un autre prisme de lecture à certains de nos rangs qui ne sauraient pas jauger combien le personnage a été et demeure une personne clé de notre mouvement et du dispositif, quoi qu'on en pense. Je m'adresse notamment à ceux qui se font parfois un peu gaslight par la propagande ambiante et le matraquage médiatique qui lui est associé. Ou alors aux sympathisants à nos idées qui ne connaissent pas suffisamment cette personnalité, ou que par le biais de certaines de ses interventions les plus en vue, par la lorgnette des médias mainstream. Mélenchon clivant. Je vais aborder divers types de points tout au long de cette production. Je ne vais en revanche pas m'attarder démesurément sur le pseudo-aspect clivant de JLM, que je traite assez largement dans le podcast Politique et polémique, Clash et double standard. Néanmoins, je compte mettre à profit cette occasion pour aller plus loin, si on va aller par là, et effectuer un ajout qui me semble essentiel et que je n'ai mentionné nulle part auparavant. En effet, on tend à mettre l'accent sur le fait que des gens ne vous aiment pas lorsque vous êtes perçu comme clivant. C'est une partie de la réalité, on ne va pas le nier. La contrepartie existe tout aussi bien. Être clivant implique, de manière identique, que des gens vous aiment et vous suivent. Cela signifie surtout que vous ne laissez pas indifférent en fait. Pour faire une rapide incise, je ne dis pas cela sans raison. Il nous est régulièrement mis sous le nez une enquête d'opinion d'institut de sondage nous montrant comment JLM est un repoussoir pour une portion importante de la population. Enfin, c'est l'interprétation qui nous est vendue, et on connaît tous les biais que ce genre d'enquête, entre guillemets, revêt. Il a été, il n'y a pas si longtemps, mis en relief que seulement 22% des Français auraient une opinion positive du leader spirituel de la FI. Il va sans dire que ce résultat est pris sous un angle négatif. A contrario, on peut tout aussi bien considérer la chose de manière positive et se satisfaire que 22% des gens continuent à avoir une bonne opinion de Jean-Luc, ce qui change directement la perception du résultat. En particulier si on met ce résultat en adéquation avec le fait que la personne dont on parle est diabolisée sans discontinuer depuis des années. Petite incise refermée. La forme d'intérêt que j'évoquais s'explique par le fait que les gens ont développé un capital confiance suffisant pour vous accompagner dans vos luttes, envers et contre tout. Et dans ce cas précis, ce n'est pas insignifiant vu l'acharnement dont est victime Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon le gourou. Transition toute trouvée, rentrons direct dans le vif du sujet et dans le dur. Je sais, c'est difficilement concevable pour les médias, mais on peut avoir un grand respect pour un personnage sans pour autant lui être inféodé, lui cirer les pompes, ou le suivre tel un caniche, ou encore ne pas s'accrocher béatement à un individu en laissant son cerveau sur la table de nuit. Quand bien même cela puisse leur échapper, c'est ce qui se passe. Beaucoup d'entre nous gardons une oreille ou un œil critique. Nous ne sommes pas sans savoir que les gens ne sont pas des dieux vivants et que, de fait, ils ne sont ni parfaits ni quoi que ce soit de ce genre, et qu'en l'occurrence, ils peuvent faire des erreurs. Attendre du personnel politique et de nos représentants un sans faute est une ineptie sans nom, c'est irréaliste, une sorte d'idéalisation qui ne tient pas la marée. Toutefois, avant d'aller plus loin et en guise de léger aparté, je désire pointer l'hypocrisie médiatique qui consiste à repeindre les insoumis en dévots de Mélenchon. Dans la catégorie des tartufferies et de la capacité de voir plus facilement la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans son propre œil, ils font très fort. Les concernés ayant parfois des propos qui tiennent plus de la vénération qu'autre chose. Souvent, ils sont les auteurs de sorties particulièrement malaisantes, en plus d'être révélatrices des doubles standards à l'œuvre.
Des exemples me viennent instinctivement en tête, sans même y réfléchir au préalable. Du speech de Hanouna sur le fait que Louis Boyard ait critiqué Bolloré sur sa chaîne, à Salamé visiblement fasciné et en pamoison devant le personnage Carlos Ghosn, des suites de son évasion d'une prison japonaise. Sans oublier l'amour quasi religieux voué à Macron sur tous les plateaux, ainsi que l'oubli de quelque indignation que ce soit concernant le fait que le personnage soit associé au nom de Jupiter, comme une boursouflure d'ego qui devra interpeller, mais il n'en est rien. Voilà qui replace l'église au centre du village. Oui, je sais, formule assez inhabituelle et pas des plus à propos pour un insoumis. Haha. Gardez à l'esprit la dévotion des experts de plateau et éditocrates. Vous comprendrez mieux la sélection de ce vocable. Fin d'aparté. Retour au gourou supposé. Ce qu'il s'agit d'identifier pour ceux qui n'ont pas compris. La confiance est rarement accordée sans effort, sans temps consacré ou de but en blanc. Elle est le fruit d'un travail, d'un processus long, la résultante d'une continuité et d'une cohérence affichée, apparition après apparition. Pour ne prendre que mon exemple, et je sais que je suis tout sauf un cas isolé, j'ai longtemps été abstentionniste. Je n'avais même pas pris la peine d'aller chercher ma carte d'électeur, estimant que de toute façon, qu'est-ce qu'allait changer mon vote ? Oui, mais voilà, à un moment, il y a un déclic qui se produit, qui vous fait changer de focale et rentrer dans l'action. J'ai commencé à m'intéresser à ce que disait Jean-Luc en 2012. Je trouvais enfin quelqu'un qui portait ma colère, mais aussi voyais en le personnage quelqu'un de brillant et de cultivé, qui m'apparaissait différé de ce que les autres apportaient ou incarnaient. On y reviendra ultérieurement. Pourtant, chat échaudé craint l'eau froide, pour reprendre la maxime, et j'avais nullement l'intention de faire bénéficier d'un blanc-seing et de ma confiance à moindre frais, encore moins aveuglément. J'avais alors entamé un vrai processus de politisation, processus qui s'est concrétisé par des heures et des heures de visionnage ou d'écoute des contenus du natif de Tanger. Et ce n'est qu'au sortir de cette longue observation que j'ai estimé avoir suffisamment de données pour accorder ma confiance, pas loin de 3 ans après, pour ne rien cacher. Espace-temps long, très long, et amplement suffisant pour savoir à qui j'avais affaire, car en parallèle de toutes les interventions médias, des vidéos YouTube, j'ai lu tous ces bouquins, et je m'étais montré particulièrement attentif à ces apparitions dans certains contextes. Pour ma part, je ne vais pas dissimuler qu'une des choses qui m'ont le plus convaincu, c'est de voir le personnage débarquer dans les écoles de commerce et autres, et leur servir un discours ne divergeant pas d'un poil de celui tenu ailleurs. En terrain clairement hostile, il allait tout déballer, n'en déplaise à ses interlocuteurs. Pas une once de variation sur le fond comme sur la forme. Impressionnant. CF, pour ne citer que cela, son intervention à Audencia de Nantes et les réactions des étudiants qui y étudiaient à l'époque. Revenons-en au processus de confiance. Après coup, même une fois la confiance accordée, il y a ces prises de position qui montraient que le gars était droit dans ses bottes et tenait droit dans la tempête, quoi qu'il en coûte, et sans se soucier outre mesure d'autre chose que de garder le cap, ce qui a contribué à me conforter dans ce qui était devenu mes certitudes. Pour être parfaitement honnête, j'aurais pu lâcher la FI à un moment, à une condition, en 2017. C'était qu'on cherche à m'intimer de voter Macron contre Le Pen au 2e tour, alors que le Front républicain demandé par certains sonnait comme la réitération d'une énorme manipulation, voire supercherie, pour ce qui me concerne. Ceci, pour moi, faisait carrément écho au 2e tour gagné par Chirac contre Jean-Marie Le Pen, avec 85% en 2002, et qui avait servi de légitimation à tout un éventail de mesures des plus droitières passées sous couvert de légitimité acquise, avec la large victoire du candidat de la droite. On n'avait alors pas fait barrage, mais consenti à un projet, à en croire ce qui allait suivre. Mélenchon avait définitivement enfoncé le clou et s'était assuré de ma confiance et de ma présence dans les rangs de ses militants sur du long terme. Comme vous l'aurez compris, en somme, rien à voir avec les élucubrations des éditocrates ou des chroniqueurs de cour qui, à l'instar de personnes aussi ridicules que Moix, nous parlent d'insoumis soumis à JLM. C'est d'autant plus cocasse quand on met les mots débités par certains en miroir avec leur incapacité à critiquer leur patron, dont la main les nourrit, hein. Un peu comme pour réaliser une transition avec la partie qui suit, il s'agirait de garder à l'esprit qu'on est en présence du seul individu qui vous demande de ne pas lui faire confiance aveuglément, et qui exhorte ses soutiens à exercer une pression sur son gouvernement en cas de victoire dans les urnes, pour garantir l'application du programme. C'est unique, du jamais vu. Habituellement, on est plutôt en présence de personnalités s'assimilant aux serpents dans le livre de la jungle, qui cherchent à vous hypnotiser de sorte d'obtenir une confiance totale et inconditionnelle, et quoi qu'ils fassent. Ceci souhaitant que vous ne vous questionniez sous aucun prétexte, voire consentiez à tout. Aussi, cette idée de gourou au sens où on l'entend en Occident est battue en brèche. Précisons d'emblée que la manière dont le terme est perçu dans d'autres régions du globe diffère puisque, ailleurs, c'est plus au terme de mentor que le mot renvoie.
Quoi qu'il en soit, ce que les personnes de l'extérieur manquent d'intégrer, c'est que de nombreuses résistances sous diverses formes sont présentes et des objections ou attaques sont plutôt fréquentes. Pour ne vous donner que quelques exemples d'échanges que j'ai pu avoir, certains considèrent dans nos rangs qu'il est régulièrement l'auteur de polémiques qu'il aurait pu éviter selon eux. Aussi, j'ai eu par message, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, une discussion animée avec un autre insoumis qui estime que Jean-Luc ne sait pas s'entourer. Le tout étayé de différents exemples, dont aucun m'est apparu pertinent pour dire les choses tout de go. C'est bien la démonstration qu'on n'a pas affaire à un gourou, à un leader maximo et ce type d'ânerie. Après, si certains sont prolixes en matière de critiques formulées, beaucoup trouvent énormément de qualité à notre porte-parole. Tout un ensemble de raisons d'aimer le personnage. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, il y a toute une panoplie de choses justifiant une vraie sympathie pour le personnage. Ce sont des choses pragmatiques avant tout, pas de trucs sectaires évidemment. Rien d'assimilable à ce qu'un profiteur chercherait à obtenir. Dans la volonté de vendetta à l'encontre de Mélenchon, bien des choses ne sont jamais dites. Et pourtant, elles sont des réalités incontestables. En dehors de cette forme d'essence insoumise qui consiste à se tenir aux côtés des personnes attaquées par le plus grand nombre, qui nous est commun, je pense, il y a tout un tas de choses qui font que le personnage est quelqu'un à part, sans toutefois s'avérer être un gourou. Pour partager avec vous un élément tout à fait personnel, la chose qui m'a le plus convaincu de toutes, c'est que je n'avais jamais entendu quiconque du paysage politique, avant Jean-Luc, parler de sentiments humains. Je détestais cette approche froide de la politique, et c'est aussi comme cela que JLM m'a rallié à ses troupes, en quelque sorte. Enfin, conjointement avec la démarche de vérification que je mentionnais plus en avant. Piqûre de rappel, démarche exigée par l'intéressé, ce qui n'est pas rien. Il y a aussi que l'homme est lettré, et est un intellectuel avec de belles qualités oratoires. Même, ou plutôt devrais-je dire jusqu'à, ses pires ennemis lui reconnaissent cela, ce qui n'est pas rien. Le semblant de crédibilité auquel ils aspirent les y force, mais c'est tout de même à noter. JLM dispose d'une forme de lyrisme qui transpire de ses meetings. Celui qui l'aura tenu au Prado à Marseille restera dans les mémoires de tous, je crois. Comme un morceau d'anthologie, il sera pour longtemps une référence en la matière. Introduire des poèmes, des citations ou des formules de grands auteurs donne à voir une culture largement au-dessus de la moyenne, et plus spécialement lorsqu'il s'agit du spectre politique. Ce n'est pas sans rappeler cette phrase particulièrement significative de Jean-Luc concernant la culture comme ressource qui, plus on la mobilise, plus elle se multiplie. Le seul qui pouvait rivaliser dans une moindre mesure était Ruffin, bien que les carences de celui-ci apparaissent évidentes à bien des égards et sur de nombreux sujets, tant il peine à faire allusion sur certains thèmes, et que ses absences de connaissances l'amènent à bégayer à intervalles réguliers. Au moins a-t-il le mérite de continuer à lire, on sentait le littéraire qui travaillait encore, à défaut de mieux, à défaut d'autre chose, plus spécifiquement, d'être en mesure d'établir des stratégies qui tiennent le choc. Retour à Mélenchon, il s'agit de se souvenir qu'on parle d'un homme politique qui a écrit de nombreux bouquins et l'a fait lui-même, si vous voyez ce que je veux dire. Se sentiront pointés du doigt qui le voudront. Notamment la théorie de l'ère du peuple qui est aux confins de l'analyse et de la réflexion politique, notamment du point de vue stratégique. On est loin du beau parleur qui formule des phrases uniquement esthétiques ou encore nous abreuvant de verbiage pompeux visant à lui donner une légitimité qu'il n'a pas. Petit clin d'œil à des philosophes à la petite semaine qui nous infligent leur présence sur nombre de plateaux et dont nous serions censés boire les paroles et pseudo-réflexions, comme le font les journalistes de cour. En outre, ces experts autoproclamés se perdent souvent eux-mêmes dans leur propre circonvolution vide de sens, mais néanmoins pleine d'autosatisfaction. Ensuite, il y a l'endurance du bonhomme, si je peux m'exprimer ainsi. Quand on voit les attaques subies sans discontinuer, les polémiques montées de toutes pièces, dont les plus vaines, les attaques incessantes et des plus caricaturales, voire jusqu'aux menaces physiques sur sa personne, on comprend à qui on a affaire et de quel bois il est fait. Et surtout, on imagine pourquoi il inspire une telle crainte au système en place. Que certains en prennent de la graine pour générer un respect équivalent ou une crainte somme toute identique selon le bord politique. Il n'y a pas de gourou, mais un homme qui tient bon et qui récolte le respect qu'il a semé auprès de personnes éclairées et conscientes. Personnes qui savent ce qu'elles font, ainsi que où elles veulent aller. Médias, prenez des notes. D'autres aussi, au passage, ça ne leur fera pas de mal. Personne n'est parfait, en effet. Alors que les médias nous poussent l'image d'un individu imbu de lui-même, avec tout un ego, c'est une véritable caricature qui est faite, là encore. Comme tout personnage public,
qu'il y ait une forme d'ego qui se développe, aussi du fait d'être au centre de certaines choses et attention, cela peut quelque part se comprendre. En revanche, que les pères la morale des plateaux nous expliquent comment cet homme est capable de se rendre dans les usines et de chercher à comprendre le travail des gens, ou encore comment il est désireux d'apprendre le fonctionnement de plein de choses qu'il ignore, dans le domaine technique notamment, s'il s'avère être la caricature qu'on fait de lui. Je sais, certains viendront nous recaser le fameux « La République c'est moi » que le média quotidien aura rabâché plus que de raison et fait tourner en boucle durant des mois. Ceci comme pseudo-preuve ultime de la mégalomanie du gars. Mais voyons, qu'y a-t-il de faux en fait? En effet, la République c'est lui, la République c'est vous, c'est moi. Tous ceux à même ou simplement désireux de faire vivre la devise inscrite sur les frontons des mairies. En outre, certains qui distribuent les brevets de républicanisme n'y sont pas habilités en vérité. Sinon, l'image largement répandue est celle de Mélenchon le colérique qui perd ses nerfs et son sang-froid. Tristement, on voit même certains parmi les insoumis venir cotiser à ce genre d'ineptie en barre. Personnellement, j'invite les concernés à prendre leurs responsabilités et à endosser le leadership. À marcher devant ne serait-ce qu'une journée. Et nous serons en mesure de déterminer combien de temps ils tiendront face à la pression de tous les instants du tribunal médiatique. Devant les attaques, aussi nombreuses que grossières, les sauts de boue qui leur seront balancés au visage à longueur de plateau TV ou radio. Pour ma part, je m'inscris en faux. Non, le personnage n'est pas colérique ou irascible. Il est même plutôt calme et patient, je trouve. Nul doute que je ne finirais pas une émission autrement qu'en montant sur la table de colère si j'étais à sa place et confronté à ces traitements des plus dégoûtants qu'il subit. Sans oublier un niveau de mauvaise foi hallucinant qui habite ses hôtes et les grossières manipulations qui vont avec. Je suis conscient que certains pourront contrer mon argument en disant que des bons pères au caténins étaient plus calmes malgré les mêmes difficultés grosso modo. Ce à quoi j'acquiesce volontiers, en donnant plutôt raison. Oui, j'en conviens, mais il s'agit de se rappeler aussi que durant des années, Jean-Luc aura sciemment servi de paratonnerre pour préserver ses plus jeunes camarades de groupe et leur permettre un épanouissement plus serein, de parfaire leur carapace et de s'épaissir le cuir, qu'il aura aussi aidé tout le monde à se familiariser avec l'environnement, ainsi qu'à s'y adapter. Finalement, que l'acide qui s'insinue sous l'armure remplit sa mission, même sur les plus résistants. Évidemment, ici ou là, peut-être des colères auraient pu être évitées. Comme je le mentionnais, personne n'est parfait, il s'agirait de ne pas mettre la barre trop haute et d'ériger nos représentants au statut de dieu vivant ou quelque chose de cet acabit. Nous ne sommes pas la droite. À l'inverse de ceci, c'est une pratique qu'on refuse et qui ne nous est pas instinctive. Chez nous, pas de culte du chef, plutôt des têtes dures dont la qualité première est un refus de l'ordre injuste établi, truc qui ne va pas de pair avec la notion de gourou à l'occidental. Dans la même veine, certains suggéreraient de lui supprimer Twitter. Je ne sais pas si on se rend compte de l'aspect malaisant de tels propos, carrément contre-productifs en vérité. En somme, on appelle à la censure si je comprends bien. Voilà qui va ravir l'extrême droite qui accuse sans cesse la gauche de cela, quand bien même aucune raison effective ne leur permette. Cela équivaudrait à légitimer leur dire. Que dire? Bravo les fins stratèges. Aussi, si toutes les formules ne sont pas toujours les plus heureuses tout le temps, il est de bon temps de rappeler que chacun de ces faits et gestes sont épiés et que les pseudo-sorties de piste de Mélenchon sont, en général, bénéfiques sur du long terme, puisque génératrices de débats à caractère politique. Qu'elles résonnent, j'en conviens sans mal, souvent longtemps après les faits, comme des victoires de notre camp. Pour illustrer mes propos, revenons sur la notion de dégagisme. Cette formulation aura fait couler beaucoup d'encre et déblatérer sur les plateaux, pour le moins qu'on puisse dire. Elle aura été vue comme excessive, voire extrémiste, mais au final, comme toute idée qui tient la route et dont la pertinence est réelle, elle aura fini par s'imposer et infuser. Après avoir été critiquée, le temps venu, elle aura fini par être adoptée par ceux-là même qui attaquaient son auteur, comme une victoire culturelle en bout de course. Par extension, et quelque peu dans le prolongement, il y a cette histoire avec le patron d'une université qui a été incomprise ou instrumentalisée par certains. En effet, en dépit de l'opportunisme de certains qui ont tout fait pour exploiter ce segment et le tourner en leur faveur électoralement, dirons-nous, tout le monde avec un bagage intellectuel minimum aura compris le processus décrit par Mélenchon. Cette acceptation qui mène aux pires dérives, parfois de manière insidieuse et sans que les concernés ne le réalisent. Ce qui est souvent reproché à JLM, c'est de générer trop de polémiques, si j'entends bien. Mais il s'agirait d'ouvrir les yeux sur la situation actuelle et sur l'instrumentalisation de chacun de ses faits et gestes. Le système médiatique ne s'en prend pas à lui par hasard. Il est celui qui est le caillou dans la chaussure du capitalisme néolibéral
et celui qui menace l'ordre que défendent les petits soldats du journalisme. Le Pen et le RN ne sont que la roue de secours du système. Je ne reviens pas sur le chiffre qui en atteste. Je l'ai dit maintes fois tout du long de mes podcasts. Si les choses sont comme elles sont, ce n'est pas sans raison. Le fait d'être la cible des attaques montre bien qui est sur la bonne voie et qui s'en éloigne en fait. Cela témoigne aussi du fait qu'il serait de bon ton de réformer en profondeur un organe censé être dédié à l'information de la population. Organe qui a été privatisé par les puissants à des fins idéologiques et de propagande politique dissimulée. Être au centre des polémiques, de shitstorm et autres, est quelque part la rançon de la gloire pour quiconque souhaite un changement de société en profondeur. Il ne faut pas s'en effrayer, mais davantage assimiler ce qui est court et pourquoi, comprendre le procédé qui se déploie. Comme j'ai déjà pu le dire dans certains de mes précédents podcasts, ceux qui ne suscitent aucune crainte de la part du monde médiatico-politique n'ont aucune raison de se réjouir ou de se leurrer. S'ils sont préservés de ce type de traitement que subit JLM, c'est qu'ils sont aussi inconséquents qu'inefficients. C'est une forme d'aveu d'impuissance. Ils peuvent se bercer de chansonnettes rassurantes à l'envi. Dès lors qu'un semblant d'obstruction poindra à l'horizon, les responsables politiques en question se verront dûment réprimandés. Que leur ton soit soyeux ou pas ne changera rien. D'ailleurs, ce que ces stratèges de deuxième zone manquent d'identifier, c'est que ces stratégies de respectabilité ne marchent pas, qu'ils ne sont d'abord pas en mesure de gagner sans la gauche de rupture, qui est de très loin devant. Ensuite, que médias et autres, au moindre pas de côté, passeront à l'action et de manière sans pitié, sans quelque considération que ce soit pour la volonté de paraître supposément raisonnable. Pour s'en convaincre, je vous renvoie au début de la NUPES. On a réussi l'exploit de nous faire le portrait de certains socialistes comme étant des islamo-gauchistes et ce genre de foutaise. Fait tout à fait évocateur. Conclusion. Je vais commencer à m'avancer vers ma conclusion de ce chapitre, soit de cet épisode. Au final, concernant les médias et une partie de la classe politique, on n'accuse jamais les autres que de ses propres manquements, limites, turpitudes ou intentions. S'il y avait effectivement un culte du chef, alors expliquez-nous donc voir pourquoi un slogan tel que « La consigne est « N'attendez pas les consignes » et l'autonomie ainsi que l'autodétermination auquel renvoie une telle expression. Pendant qu'on y est, expliquez-nous aussi alors des confessions faites par Mélenchon comme quoi il arrive qu'il ait à défendre des points de vue qui ne sont pas les siens, mais qui ont été désignés comme ceux officiels du mouvement. Naturellement, on décèle toute la partie terriblement ironique de tout cela. De voir des médias avec le doigt sur la couture du pantalon nous expliquer toutes ces choses qui sont en somme leur quotidien et leur pratique. Un gourou n'appellerait pas à ce qu'on ne crie pas son nom, mais chercherait à alimenter sa popularité et servir sa gloriole. En somme, l'encouragerait. Un gourou tirerait les bénéfices de son action, alors que, pour l'occasion, il n'y a que des coups à prendre dans l'équation, et que le prix à payer pour marcher devant, drapeau et musique en tête, est immense. Entre les menaces qui pèsent sur sa personne, sa stigmatisation personnelle à longueur de plateau, des actions judiciaires intentées et tutti quanti. Il est aisé de juger de loin sans avoir les tenants et les aboutissants, sans tenter de les identifier, de ne pas prêter cas de ce qui est la situation concrète des personnes et se dresser en juge, ou encore de coller des étiquettes. Pour ce qui me concerne, le vieux, pour reprendre les mots de Denis Héraz, est un dirigeant de haut vol, quelqu'un comme on en voit peu, trop peu. Ceux qui inspirent le respect de la trempe de Jean Jaurès, le type de personnage dont l'héritage restera longtemps après leur disparition, un genre de Robespierre des temps modernes. Pour préciser ma pensée, nombre d'entre nous avons du respect pour lui. Il nous inspire de tendresse particulière, non parce que nous lui sommes soumis ou que nous serions ses dévots ou ce genre de crétinerie, mais bien parce que ses combats auront inspiré les nôtres, et parce que nous sommes nombreux à être sortis de nos torpeurs, résignation, abstention, grâce à ses joutes verbales, ses coups de sang, sa capacité à encaisser et à rester debout, ou encore de ne pas lâcher l'affaire. Que nous sommes nombreux à avoir été réveillés par lui à coups de pompe dans le derrière, comme je le dis si souvent. Il nous a appelés au combat, nous avons répondu présent, voilà tout. Les gens qui nous sont extérieurs peinent visiblement à comprendre comment fonctionne un insoumis. On est avant tout un conglomérat de têtes de cochon, de gens qui n'acceptons pas la domination et emprise de certains sur nos vies. Ce n'est pas pour reproduire ces choses dans nos rangs. JLM aura su également mettre le pied à l'étrier de paquets de jeunes, qu'il aura contribué à façonner en dirigeant des combats, d'un niveau incroyable. Prêt à prendre la suite, à faire perdurer son héritage et ses idées, les graines qu'il aura semées. Je n'ai aucun doute que c'est ce dont il doit être le plus fier, et il y a de quoi. Autant de choses dont un gourou ne se réclame pas, auxquelles il ne s'intéresse pas. D'ailleurs, un gourou, dans son sens péjoratif, n'est pas là pour faire se développer ou monter qui que ce soit.
Voilà, je vous propose de clore ici ce podcast. J'espère vous avoir donné à réfléchir sur le sujet et vous avoir introduit quelques données intéressantes par le biais d'un tel thème. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Merci de votre attention.